de cette participation à tout le monde. Donc effectivement, pour cette deuxième partie, l'idée est de se concentrer sur un des effets secondaires qui vous a été décrit par le docteur Saul, que sont les arthralgies, donc sous ce traitement dit d'hormonothérapie. Le propos va s'articuler sur la description des douleurs, les composantes de la douleur au sens large, la chronicisation de la douleur et puis les ressources. Et puis ensuite, on terminera sur les échanges et les questions sur l'ensemble des deux présentations. Un petit mot sur la description de ces arthralgies. Donc, arthralgie, c'est-à-dire les douleurs articulaires, particulièrement sous ces traitements-là. Déjà, ce sont des douleurs qu'on appelle des polyarthralgies, c'est-à-dire qui vont toucher plusieurs articulations. On va être sur des symptômes qui vont toucher en particulier les mains, les genoux, mais aussi les grosses articulations, les hanches, les épaules, le dos, et qui vont être assez caractérisées par ce qu'on appelle un dérouillage matinal. C'est-à-dire que le matin, c'est plus difficile et puis quand on se met un petit peu en route, eh bien, les choses s'améliorent au mouvement. L'intensité, elle peut être variable, c'est-à-dire que parfois, c'est des douleurs pas très intenses, parfois ça peut l'être, et c'est souvent, en fait, l'aggravation de douleurs articulaires qui étaient un petit peu préexistantes, soit par des phénomènes d'arthrose liés à l'âge, c'est souvent des articulations qui, ouais, je suis désolée, qui vont comment dire, être majorées par une pathologie préexistante. Et qui est passé un petit peu inaperçu, qui était bien contrôlé, puis qui là vont apparaître. C'est rarement des manifestations inflammatoires, c'est rarement des gonflements de l'articulation, des choses comme ça. Donc plutôt mécanique. Alors pourquoi ces douleurs? Parce qu'en fait, il va y avoir une transformation locale et des conflits entre les différents éléments d'une articulation avec les tendons qui tiennent les muscles et qui vont être coincés dans la structure osseuse qui va du coup faire occasionner ces sensations douloureuses. On appelle ça des tendinites, des inflammations des tendons. Parfois, on trouve aussi ce qu'on appelle des doigts à ressaut, c'est-à-dire que le doigt va se trouver effectivement dans sa mobilisation limitée, ou de ce qu'on appelle des syndromes du canal carpien, donc au niveau du poignet. Donc là, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer en fait la complexité de ces zones-là qui contraignent les structures, et l'hormonothérapie risque de modifier en fait et de mettre en conflit ces structures-là et créer des douleurs. Ça peut être aussi des douleurs musculaires, ce qu'on appelle des myalgies, qui sont spontanées ou provoquées, ou des types de crampes, et donc des syndromes douloureux au niveau du rachis, parce que c'est plein de petites articulations entre les différentes vertèbres qui vont du coup se trouver là aussi en conflit avec des structures plus souples, que sont les ligaments et les tendons entre ces articulations. C'est surtout en début de traitement, c'est-à-dire que c'est au moment où on instaure effectivement ce traitement-là, dans les premières semaines ou les premiers mois, que les choses apparaissent. Et quand même, alors on a dit à peu près la moitié de situations douloureuses, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde, et dans cette moitié-là, souvent dans les 6 premiers mois, les choses vont s'arranger un peu spontanément. C'est-à-dire qu'on va s'habituer au traitement et les choses vont s'arranger, et on trouve que 3/4 du temps, au bout d'1 an et demi, les choses s'améliorent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pendant 1 an et demi, mais c'est pour dire qu'il y a une adaptation, et aussi une adaptation probablement comportementale pour supporter ces traitements. Et comme le disait le docteur Sol, on peut aussi discuter, faire des pauses, adapter pour passer cette période-là. 2 types d'intensité ou de retentissement de ces douleurs. Parfois, elles n'ont pas beaucoup d'impact malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a une sensation douloureuse, mais elles ont très peu d'impact dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité, mais parfois oui. Donc ça va être un élément d'évaluation important. Quel est le retentissement dans la vie, dans les gestes quotidiens, dans le travail, parce qu'effectivement, plus il y a de retentissement, plus il va falloir qu'on aide et qu'on ait une stratégie de prise en charge. Là, c'est pour vous montrer une articulation en coupe, donc comme si on les regardait de face, avec les parties osseuses en haut et en bas.
une enveloppe, hein, qu'on appelle aussi la synovie, qui contient du liquide pour que tout soit un petit peu souple, et puis ici la peau qui entoure, l'articulation. Donc en fait, l'idée, ça va être déjà de faire le bilan de ces articulations, donc ça demande un examen clinique lorsqu'on est très gêné, donc possiblement par le médecin généraliste qui connaît quand même et qui peut faire un premier bilan, ou par le rhumatologue si on est, aussi très gêné ou s'il y a plusieurs articulations, ou par le médecin spécialiste de la douleur, ça dépend de la configuration, et l'idée, c'est de vérifier l'amplitude, la musculature autour, regarder qu'est-ce qui se passe. Parfois, on a effectivement besoin d'un avis rhumatologique parce qu'on peut avoir recours aussi à des infiltrations locales si c'est une articulation plus qu'une autre. L'idée, en tout cas, c'est de faire ce bilan. Lorsque les douleurs s'installent durablement, et on parle classiquement de 3 mois, on parle d'une chronicisation de la douleur, et là, on a des problématiques qui se surajoutent parce qu'une douleur, moyenne à intense ou permanente va avoir un impact au-delà, de la mobilisation, mais va avoir aussi un impact sur le moral, sur la qualité de vie, et l'idée, est là aussi de vous aider dans cette prise en charge lorsqu'on est dépassé. La douleur à la base, c'est effectivement un système de défense, une réaction, un système d'alarme, mais lorsqu'elle dure et lorsqu'on en connaît la cause, eh bien, ce phénomène-là n'est plus intéressant, pour l'organisme, et en fait, on n'arrive plus à s'adapter, et on va avoir des conséquences parce que notre système d'adaptation va effectivement être dépassé par tout ça. La douleur est toujours un phénomène subjectif, c'est chacun la vit, différemment, donc là-dessus, il y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que la douleur, c'est vous qui la décrivez, c'est vous qui la percevez, donc à partir du moment où vous en êtes gêné, la stratégie va reposer sur comment, vous épauler pour que vos ressources pour lutter contre la douleur ne soient pas, dépassées. Très rapidement, pour, vous donner, les différentes composantes de la douleur lorsqu'elle est chronique, et il y a ce qu'on appelle une composante sensorielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent? Ça me brûle, ça me pique, c'est intense. Il y a aussi une composante toujours inclus dans la douleur qui est émotionnelle, c'est-à-dire ce que l'on ressent, ça met en colère, ça irrite, ça rend triste, on a des émotions qui sont liées à la douleur. Une troisième composante, qui est ce qu'on appelle la composante cognitive, c'est ce que l'on pense. Lorsqu'on a ces douleurs, ça ne s'arrêtera jamais, je vais perdre mon travail, je vais peut-être être handicapé. Alors, il faut savoir que ce type de douleur, on n'a jamais de handicap, qui s'installe, mais par contre, le ressenti et la chronicisation des douleurs peut avoir un impact considérable sur la mobilisation, hein. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ces éléments-là, en tête. Et puis, la quatrième composante, c'est justement la mobilité, là, ce qu'on appelle la composante comportementale. En général, quand on est douloureux sur plusieurs articulations, on a tendance à se resserrer sur soi-même, à s'isoler, et ça crée plein de comportements qui est adapté à la douleur, mais qui bien sûr, a un retentissement sur la qualité de vie. Je vous montre ça aussi pour vous dire que, vous voyez, ces 4 composantes, ça veut dire aussi que ça nous donne des, portes d'entrée, pour, vous aider, pour justement voir qu'est-ce qui est ça s'évalue, voir qu'est-ce qui est prédominant, et ben, travailler sur ce ressenti émotionnel. C'est pas forc ça peut être aussi une piste pour aider. C'est aussi la piste des approches psychocomportementales, donc par exemple l'hypnose, la relaxation. Bien sûr, il y a l'effet relaxation sur le moment, mais on sait aussi que dans ces douleurs-là, plus on efface, le système, comment dire? De remontée de perception de la douleur, plus on se met en état d'hypnose ou de relaxation, plus le cerveau perçoit, moins le cerveau, pardon, perçoit la douleur, et quand on s'éduque et qu'on apprend ces techniques-là, bien finalement, on apprend à moins percevoir la douleur, hein. Ça change rien sur le physique, mais ça permet de moins percevoir, la sensation douloureuse. Donc ce sont des approches et des techniques, utiles à articuler avec possiblement effectivement des stratégies médicamenteuses. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même assez compliqué, que effectivement, comme le soulignait le docteur Saul, l'idée c'est quand même d'en parler, d'avoir des portes d'entrée. C'est pas toujours facile, on sait, mais également, auprès du médecin généraliste qui peut aussi, analyser la situation et faire des propositions. Le
Le premier recours, c'est aussi le prescripteur de l'hormonothérapie qui peut, discuter, adapter, peut-être changer, peut-être faire une pause en fonction du risque, à discuter avec vous. Ça peut être un avis rhumatologique, s'il y a besoin de gestes, ou s'il y a besoin aussi d'une autre analyse. Et ça peut être aussi, le médecin spécialisé douleur, alors possiblement à l'Institut Curie ou en proximité, en lien avec votre médecin généraliste pour avoir une prise en charge plus globale de la perception douloureuse. Et chez nous, à l'Institut Curie, nous avons également une unité qu'on appelle d'éducation thérapeutique, qui vous permet aussi d'avoir des informations et surtout des, compréhensions parce que les systèmes douloureux, c'est compliqué et on part du principe que plus on comprend les choses et c'est le but aussi de ces conférences informatives, plus on comprend les choses, plus on peut les mettre, plus on peut agir, sur ce qui nous gêne. Voilà, plusieurs moyens, je les détaille pas, mais l'idée, voilà, c'est que comme il y a plusieurs choses, que les choses sont multifactorielles, et bien, c'est pas pareil pour tout le monde, il y a pas de parcours type. L'idée, c'est de chercher ce qui convient à chacun, en fonction du retentissement. Donc ça peut passer par des médicaments, des paliers 1, ce qu'on appelle ou des paliers 2, hem, sûrement pas de palier 3, c'est-à-dire a priori pas d'opiacés, pas de morphinique pour ce type de douleur. Après, ça peut être des systèmes locaux, de l'activité physique bien sûr, les approches comme on le disait, psychocorporelles, ça peut être du soutien, psychologique, voilà, c'est vraiment des choses à choisir et des parcours à définir ensemble. Voilà, je remets une petite diapo bien sûr, on le sent bien sur l'activité physique. Lutter contre le déconditionnement à la force, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu en plus un parcours, on était plus fatigué, où il s'est passé plein de choses, on a moins de mobilisation. Ça aussi pour les articulations, ça les met, dans une situation où elles sont moins souples, renforcées par, les traitements, et bien, c'est là où les douleurs peuvent se déclencher et on sait dans nos études et on le voit chez nos patients qu'effectivement on baisse de façon tout à fait significative la perception de la douleur lorsque, notre organisme est éduqué ou à se mobiliser. Donc c'est pas forcément du sport, c'est vraiment de la mobilisation un petit peu rapide, la marche un petit peu rapide par exemple, régulière et effectivement c'est bien, 30 minutes par jour qui peuvent être fractionnées. Ça s'apprend aussi avec le kiné où on apprend le fractionnement, c'est-à-dire qu'on apprend à arrêter les activités avant d'avoir mal parce que c'est ça la difficulté. On dit qu'il faut bouger, oui, mais quand on a mal, c'est quand même compliqué. Donc l'idée, c'est d'apprendre aussi des exercices de certaines, musculatures et d'apprendre le fractionnement des activités. C'est-à-dire que quand on a mal après 30 minutes de marche, eh bien, on arrête à 20 minutes pour pouvoir faire plusieurs séquences et petit à petit, on se reconditionne à l'effort, pour, augmenter ses capacités, athlétiques, dirais-je. Voilà, alors pourquoi les projets d'éducation thérapeutique? Alors ça, c'était juste pour mettre des petits verbatims, de personnes qui sont passées dans ces ateliers. Heu, voilà, souvent pour exprimer un certain nombre de choses. Alors c'est pas du tout des groupes de parole, mais c'est surtout pour avoir des explications, pour, se mettre en route. C'est pas parce qu'on sait les choses qu'on arrive à le faire. Donc parfois, c'est aussi de voir comment les autres ont fait, de pouvoir discuter avec d'autres personnes, comment utiliser les médicaments, pourquoi, apprendre l'auto-hypnose, comment faire, enfin et surtout de s'exercer. Là aussi, l'activité physique, on peut avoir des ateliers d'apprentissage pour faire, tout seul, ensuite. Donc ça, je passe rapidement pour vous montrer, ce programme-là. Donc on démarre toujours par un bilan pour voir justement quelle thématique, dans, la douleur, mais pas que, hein, on a parlé aussi des effets secondaires, là je déborde un petit peu, mais il y a des ateliers, ce qu'on appelle ouais, sexo pour, justement voir, comment on peut s'organiser, en tout cas, voir quelles sont les problématiques, quels sont les recours, enfin il y a plusieurs, thématiques. Pour la douleur, il y a des ateliers sur la compréhension des syndromes douloureux, sur la gestion des traitements, sur l'apprentissage de l'auto-hypnose. L'idée, c'est que vous appreniez, que vous fassiez, vous-même ensuite, comprendre comment bouger lorsqu'on est douloureux et l'idée, c'est de vous suivre et d'accompagner, hein, c'est le principe d'un parcours éducatif, c'est d'accompagner ce cheminement-là avec vous en parallèle des consultations, ça ne les remplace pas, des consultations spécialisées s'il y a lieu, et ça permet, enfin on voit bien des résultats, ça permet d'aider aussi au changement, et d'accompagner ces périodes-là.
Voilà, les propositions et ces ateliers sont assez ludiques avec des outils un petit peu pédagogiques c'est des moments qui sont aussi, assez agréables, y compris pour les professionnels de santé. C'est toujours animé par des professionnels de santé de l'institut. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, et l'idée c'est, de pouvoir prendre un temps pour voir un peu, vos réactions, réflexions, et peut-être, question, d'approfondissement. Alors, je crois que dans la conversation, il y a quelques questions. Voilà. Claire, je te laisse reprendre la main pour les questions. Oui, alors, Vas-y, parle aussi, Claire, on ne t'entend pas très très bien. oui, alors les questions, hop, hop, hop. Je ne les vois pas par contre. Alors j'essaie de changer, j'arrive pas à enlever le diaporama. Ah, est-il recommandé de porter des bottes de contention en prévention des effets du tamoxifène à 33 ans? Alors, de manière, je dirais, systématique, si vous bougez, si vous êtes active et vous n'avez pas de problème veineux particulier,